Propose de commencer aujourd'hui nos travaux de notre commission d'enquête avec l'audition du Conseil supérieur du notariat, qui est représenté par deux notaires, Maître François Deveau, directeur des affaires juridiques, et Maître Frédéric Violot, membre de la section droit immobilier de l'Institut des études juridiques du Conseil supérieur du notariat. Maître, la loi climat et résilience a imposé, il y a 2 ans maintenant, un calendrier très exigeant pour conduire à la rénovation des logements. La plus connue est l'introduction de l'indécence énergétique qui s'impose aux logements locatifs les plus énergivores, les G+, depuis cette année, puis en 2025, 2028 et 2034 aux logements G, F et E. À partir de cette année, s'impose également l'audit énergétique pour les immeubles en monopropriété classés G et F, avant de s'étendre là aussi dans un avenir proche. Ce calendrier se fonde sur l'opposabilité du DPE, qui suscite pourtant bon nombre d'interrogations quant à sa fiabilité. D'autres mesures encore modifient la prise en compte de la rénovation dans les copropriétés à travers le DPE collectif, l'instauration d'un diagnostic technique global et d'un programme pluriannuel de travaux. La Commission voudrait donc savoir comment, en tant qu'expert de l'immobilier et du patrimoine, vous appréhendez ce calendrier et l'ensemble de ses obligations. Cette nouvelle réglementation conduit-elle les propriétaires à retirer leurs biens du marché de la location, soit en les vendant ou en les consacrant à la location saisonnière? S'agit-il d'un phénomène d'ampleur qui doit susciter l'inquiétude pour la stabilité du marché du logement? Doit-on craindre la création d'un marché gris de la location? Quel est l'impact de ces mesures sur le marché immobilier? Y a-t-il un signal prix significatif à la hausse ou à la baisse selon l'étiquette énergétique? Est-ce que cela dépend de la typologie des biens ou des zones géographiques? Comment peut-on aider les propriétaires bailleurs? Et quelles seraient, selon vous, les mesures fiscales les plus efficaces? Il semble que la rénovation soit en panne dans les copropriétés. Certains pointent les modalités de décision en assemblée générale. Comment, selon vous, le cadre législatif pourrait-il évoluer? Enfin, la loi climat et résilience a voulu relancer le financement de travaux via des prêts hypothécaires, en l'espèce le prêt avance rénovation. Quel est votre avis sur ce dispositif? Pourquoi ne fonctionne-t-il pas? Avant de vous laisser la parole pour répondre à ces premières questions, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site Internet du Sénat et qu'un compte-rendu sera publié. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal, qui peuvent aller de 3 ans à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 € à 100 000 € d'amende. Aussi, maître, je vous invite l'un après l'autre à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je promets de dire toute la vérité. Je jure. Merci, je vous remercie de vous prêter à ce formalisme qui est propre à aux commissions d'enquête. Je vous laisse donc maintenant la parole pour répondre déjà à ces quelques questions. Et ensuite, monsieur le rapporteur et nos collègues qui sont ici présents pour cette audition pourront également, bien sûr, vous poser un certain nombre de questions complémentaires. C'est à vous. Madame la sénatrice, nous sommes très honorés d'être présents parmi vous. Vous avez évoqué dans vos propos introductifs, l'opposabilité du DPE et la manière dont il a considérablement évolué dans un laps de temps qui est très court, puisque si on regarde un peu plus derrière nous, on s'aperçoit que le DPE existait depuis 2006. Il s'est passé une quinzaine d'années sans que véritablement
il soit impactant sur le plan réglementaire, sur le plan législatif, sur le plan coercitif et sur le plan de son opposabilité, comme vous l'avez dit. Et les choses ont évolué assez subitement au 1er juillet 2021, lorsqu'il a été considérablement réformé. Les notaires se sont rendus compte sur le terrain de l'incidence de cette réforme sur le plan du marché, sur les conséquences comportementales également que ça a pu engendrer dans l'esprit du consommateur immobilier, qu'il soit vendeur ou qu'il soit acquéreur. Nous avons très vite été sollicités par les journalistes sur ce sujet qui cherchaient, comme vous l'avez dit, à déterminer si l'avènement de ces nouvelles règles allait avoir pour conséquence de soit bloquer le marché, on a à peu près tout entendu sur ce sujet, soit au contraire générer une accélération absolument invraisemblable des ventes de biens énergivores qu'il fallait impérativement brader avant que les premiers termes surviennent, et notamment le 1er janvier 2023, pour les logements dont la consommation énergétique en énergie finale est supérieure à 450 kWh par mètre carré par an. Le constat qu'on peut en faire sur le plan du marché nous a pris un petit peu de temps, car il nous fallait tout simplement prendre la mesure de cet impact sur nos statistiques immobilières, puisque vous savez que nous sommes très attentifs à cela et que nous les analysons avec l'INSEE. Ce qu'on peut en dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, le nombre de transactions immobilières des biens qu'on va considérer comme étant énergivores, c'est-à-dire catégorie F ou G, a augmenté de manière relativement significative. Pour reprendre les chiffres qui sont en notre possession et pour faire un comparatif de pertinence entre le 3e trimestre 2021, c'est-à-dire le début de l'entrée en vigueur du nouveau DPE, et les derniers chiffres dont nous disposons, concrètement la fin de l'année 2022, cette augmentation est tout à fait mesurable. Concrètement, pour les biens catégoriés en G, nous sommes passés entre ces deux termes de 3% du volume de vente à environ 8%. C'est donc suffisamment important pour être noté. Et quand on regarde les biens classés en F, on note aussi une augmentation un peu moins sensible, mais néanmoins perceptible, qui nous fait osciller de 8 à 11%. Il faut toutefois être prudent dans cette approche statistique qui est un petit peu pervertie par ce qu'on appellerait le droit transitoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation d'analyse statistique où on est amené à cumuler et à comparer des choses qui ne sont pas forcément comparables. Pourquoi ? Parce que on a encore la possibilité aujourd'hui de muter un bien immobilier en produisant un diagnostic de performance énergétique qui est de l'ancienne génération, c'est-à-dire d'avant le 1er juillet 2021. Et ceci durera désormais jusqu'à la fin de l'année prochaine. Donc ce droit transitoire parasite un petit peu la qualité de l'analyse, en ce sens qu'il nous amène à mélanger des données qui ne sont pas homogènes. Deuxièmement, les paramètres ayant changé, on se retrouve également potentiellement avec un nombre de biens énergivores plus important. Ce qui veut dire que cette augmentation des volumes peut tout à la fois traduire effectivement un comportement de la part de vendeurs qui ont cherché à se débarrasser, entre guillemets, plus vite d'un bien immobilier qu'ils n'ont pas envie de rénover, mais c'est aussi peut-être tout simplement la volumétrie du nombre de biens ainsi catégoriés qui a augmenté. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de quantifier ce qui relève du premier ou du second paramètre. Donc, on sent une tendance, on l'aperçoit dans nos études, on a cette impression assez claire que beaucoup de vendeurs, faute de moyens, faute d'envie, ne vont pas forcément avoir effectivement l'initiative des travaux et vont préférer muter ces biens-là. Mais il ne faut pas déduire de ces chiffres-là, en valeur absolue en tout cas, une augmentation littérale du volume de transactions. Il faudrait, pour être plus précis, neutraliser les diagnostics de l'ancienne génération. C'est un sujet sur lequel on reviendra peut-être si vous nous en donnez l'occasion, parce que nous pensons au Conseil supérieur du notariat qu'il faudrait que cette période transitoire soit écourtée assez rapidement. Et puis voilà, se donner aussi le moyen de faire la part des choses entre ce qu'est le nombre de passoires énergétiques avant l'entrée en vigueur de la réforme et ce qu'il serait aujourd'hui. Ça, c'est un chiffre qu'il faudrait pouvoir déterminer pour être davantage en capacité d'apprécier la réalité de ce phénomène.
On a le chiffre antérieur, on savait, selon les données qui étaient produites par le ministère de la Transition écologique, et une communication avait été faite sur ce point, qu'on comptait environ 4 800 000 passoires énergétiques, hein, c'est-à-dire classées F et G, sur à peu près 36 millions de logements en France. On pense que ce chiffre a augmenté, hein, si on le projette sur les résultats des nouveaux DPE, ce qui n'était pas l'objectif des pouvoirs publics. Hein. L'objectif était de conserver le même nombre de passoires énergétiques, mais de translater en quelque sorte 800 000 logements environ de ces logements qui étaient énergivores, classés électriquement, et puis de les remplacer, entre guillemets, c'était l'intention primitive en tout cas, par des logements qui n'étaient pas des passoires énergétiques, classés au-dessus de F et G, qui étaient chauffés gaz et fioul, pardon. Et en fait, cette translation-là, c'est pas opérée de cette façon-ci. Et voilà, il faudrait que ces chiffres-là puissent être mis à jour pour qu'on ait un peu plus de clarté là-dessus. En ce qui concerne l'impact de la classification des biens sur les prix, elle est aujourd'hui mesurée. Donc là, essentiellement, des logements qui sont mis à la vente. Est-ce que vous constatez aussi que ça amène plus de propriétaires à louer leurs biens de façon saisonnière plutôt que de continuer une location longue durée ? Nous avons des difficultés aujourd'hui à mesurer précisément ces chiffres-là parce que l'analyse des chiffres locatifs ne fait pas partie de notre seule sphère de compétences. Donc, on n'est pas capable d'agglomérer des statistiques pertinentes en matière de location, même si on a des services de gestion immobilière, alors que pour la transaction, on dispose de cette faculté. Mais c'est effectivement une tendance ou une réaction qu'on entend de nos clients qui consiste à se dire, bon, bien finalement, puisque j'ai un cavalier qui me permet, via la location meublée, de sortir, d'être sous les écrans radars, je vais y réfléchir sérieusement. On ne peut pas exclure cette possibilité. Et nous pensons que la proposition de loi qui a été déposée au mois de février dernier, visant justement à homogénéiser finalement la réglementation en transposant la décence aux locations meublées, y compris de courte durée, serait un bon moyen d'endiguer cette déviance qui est tout à fait possible. Le deuxième risque, hein, le marché gris dont vous parliez tout à l'heure, il peut résulter de ça. Il peut résulter effectivement d'un dévoiement réglementaire ou législatif où on va faire du meublé voilà, à tout craint, oui, tout à fait, par volonté de se soustraire aux obligations. Et puis on peut craindre aussi que le principe ne se suffise pas à lui-même. Ce que je veux dire par là, c'est que une fois qu'il est indiqué que le logement est indécent, et qu'il est effectivement proclamé qu'il est impossible de le louer, impossible, ça dépend pour qui. C'est-à-dire que ce marché gris peut aussi se traduire par des comportements de bailleurs qui finalement ne se priveront pas de louer. Alors ça, c'est un comportement qu'on ne verra pas parce que par définition, celui qui voudra louer dans ces conditions-là ne viendra évidemment pas voir son notaire, sans quoi il aurait quelques soucis, mais on ne pourra pas le mesurer. Pour autant, ce sera tout à fait possible. Et malheureusement, on trouvera bien des gens qui seront prêts à louer dans ces conditions-là parce que ils pourront quand même accéder à un logement qui ne sera pas celui dont ils ont envie, mais qui, voilà, économiquement, leur sera malgré tout accessible. Donc c'est un risque qu'il ne faut pas négliger de notre point de vue. Et vous le savez certainement, les sanctions aujourd'hui qui sont attachées à l'indécence du logement ne nous semblent pas être de nature à répondre à ce nouveau critère d'indécence qu'est le caractère énergivore du logement. Pourquoi ? Parce qu'essentiellement, les sanctions attachées à l'indécence se traduisent en réalité par le droit commun des contrats. C'est la possibilité de demander à un juge de revoir le loyer, c'est la possibilité de remettre en cause le bail. Mais par définition, celui qui acceptera de louer dans ces conditions-là sera évidemment privé de cette possibilité, puisque tout ce qui l'intéressera, ce sera de louer aux conditions qu'on voudra bien lui proposer. Donc, il y a un risque qui est relativement fort aussi à ce titre-là. Le marché gris, ça peut être ces deux comportements-là. Oui, on peut. L'incidence, c'est un des sujets que vous évoquiez. L'incidence de la performance énergétique sur le prix est également mesurée par nos statisticiens. C'est un sujet qui nous intéresse depuis un certain nombre d'années. On
on a été un peu précurseur sur cette question de la valeur verte sur laquelle nous avons communiqué bien avant la réforme du DPE. Nous disposons donc de chiffres qui nous permettent effectivement de mesurer l'incidence de la performance énergétique sur le prix de marché. La technique statistique qui est employée est assez simple. Nous prenons comme référence le gros du marché immobilier de l'ancien, c'est-à-dire la classe D, qui jusqu'alors représentait à peu près 40% du volume des ventes dans l'ancien. Alors c'est un chiffre qui a un petit peu baissé justement à la faveur des logements énergivores et des chiffres que j'énonçais tout à l'heure. L'idée étant de regarder de combien de pourcents un bien va se vendre en plus ou en moins selon qu'il est très mal classé ou très bien classé. Ça se mesure de façon assez logique avec des écarts types assez symétriques entre les biens très bien classés et ceux qui sont très mal classés, avec des écarts types en symétrie de l'ordre plus 9, plus 10%, voire même davantage sur les biens qui sont classés A et B. Et à l'inverse, on va se retrouver avec moins 9, moins 10, moins 15 quelquefois, en fonction des régions, sur les biens qui sont très mal classés. Cela étant, c'est une indication de marché qui est intéressante et qui devient petit à petit dans l'inconscient collectif un marqueur. Ce que je veux dire par là, c'est que nos candidats à l'acquisition aujourd'hui examinent le diagnostic de performance énergétique, alors que, il faut être tout à fait honnête, les 15 premières années de sa vie, ce n'était pas vraiment le sujet qui passionnait les foules, il faut quand même le dire. Aujourd'hui, c'est un outil de négociation qui est tout à fait avéré. Et évidemment, l'opposabilité, le caractère plus objectif du DPE contribue à cela. Et on le voit bien aujourd'hui, on communique sur le diagnostic de performance énergétique dès le stade de l'annonce, et nos clients y sont de plus en plus sensibles. Toutefois, cette incidence sur les prix doit être un petit peu modulée, là encore, en raison de plusieurs paramètres. Le premier, c'est le zonage géographique. On va être évidemment plus sensible à la performance énergétique d'un logement à Cambrai qu'à Nice. Et réglementairement, d'ailleurs, on n'a pas tort de penser ça, puisque en réalité, l'incidence aujourd'hui de la performance énergétique, c'est essentiellement la capacité à chauffer le moins cher possible, ou en tout cas de perdre le moins de chaleur possible. On ne s'intéresse en réalité qu'au confort d'été que depuis le 1er juillet 2021. Donc c'est un phénomène qui est tout à fait nouveau. Donc dans l'esprit de nos clients, c'est un sujet qui est encore un peu nébuleux. Donc localisation géographique, tension bien entendu. Plus le marché est tendu, moins l'incidence de la performance énergétique sera forte. Je cherche un logement à Paris, s'il est performant, c'est bien. S'il n'est pas performant, c'est bien. Je n'ai pas trop le choix, donc je prends ce que je trouve et ce que je peux m'offrir. Et puis, il ne faut pas oublier un paramètre de bon sens, c'est que corréler directement la performance énergétique au prix, c'est un raccourci un peu rapide. Il ne faut pas oublier qu'en général, un logement qui va offrir une performance énergétique intéressante va être un logement qui va être rénové et qui va donc globalement proposer évidemment d'autres points d'attrait qu'un logement qui lui est resté dans son jus, si vous me le permettez, pendant X années. Alors ces écarts-là, je vous les ai énoncés en prenant comme référentiel la classe D. Si maintenant j'élargis un peu le spectre et que je regarde effectivement l'évolution des prix de vente médians selon l'étiquette énergie entre la classe G et la classe AB, on va quasiment du simple au double pour la maison individuelle, et c'est quasiment la même chose pour l'appartement. C'est un tout petit peu moins vrai, mais enfin c'est quand même le sujet. On est quand même en train de parler d'un écart type entre le plus performant et le moins performant, de division par 2 quasiment. Je pense que sur le point marché, est-ce que vous voulez d'autres précisions sur l'aspect marché en tant que tel ? De toute façon, on complétera après. Hein. On complétera et puis... Okay. Il vous semblerait les plus efficaces justement pour les propriétaires bailleurs pour se lancer dans ces travaux Oui, tout à fait. Sur le calendrier que vous avez évoqué, on perçoit une accélération, mais qui est relativement entendue par nos clients. C'est vrai que les choses vont vite.
Mais premièrement, on n'est absolument pas choqué de l'existence d'un calendrier, au contraire. Si on veut que le sujet soit suivi des faits et si on veut afficher cette situation comme nécessitant des mesures d'utilité publique et d'intérêt général, c'est complètement compréhensible. Donc l'intégration du calendrier ne nous choque pas tel qu'il est conçu. Et, même pour les logements étiquetés oui. E. Oui, nous pensons... Qui semble être quand même le gros du parc, quand même, non ? Alors, le gros du parc, aujourd'hui, c'est la classe D. Oui. La classe E se trouve effectivement sur un objectif 2034. Donc, oui. On peut considérer qu'on a encore du temps. Je ne suis pas persuadé que nos clients aient aujourd'hui pris réellement la mesure de cela. C'est-à-dire que quand vous leur parlez 2025, ils comprennent. Quand vous leur parlez 2028... c'est déjà un peu plus nébuleux. Et quand vous leur parlez 2034, là, c'est de la science-fiction. Donc, je crois que ce calendrier-là ne les effraie pas plus que ça. Et je pense que, effectivement, le 1er janvier 2023 est arrivé assez vite, bien entendu. Je crois que sur le calendrier, on doit se donner les moyens de cette ambition et il faut l'assumer en tant que tel. On peut peut-être simplement déplorer un manque de pédagogie dans la présentation du diagnostic de performance énergétique qui n'a été corrigé que très récemment, avec cette distinction, vous le savez, entre l'énergie primaire et l'énergie finale, qui risque d'engendrer une incompréhension, voire même peut-être des erreurs de jugement de la part de nos clients, avec des DPE qui présentent une énergie primaire qui les placerait potentiellement en deçà de la classe G, alors qu'en réalité, le petit exercice mathématique de détermination de l'énergie finale, si on pousse la lecture jusqu'à la page 3 du DPE, nous permettrait de nous apercevoir qu'en réalité, on est complètement on est en sécurité juridique. Donc là, il y a un souci de présentation. Les notaires essaient de faire preuve de pédagogie sur le sujet. Bon, c'est un peu technique, il suffit de l'expliquer à nos clients et puis ils finissent par le comprendre, mais c'est un petit souci de présentation formelle qui est évidemment d'autant plus important que le logement est chauffé électriquement. C'est sur ce point-là que le delta entre l'énergie finale et l'énergie primaire est le plus problématique. Alors, s'agissant des mesures d'accompagnement, beaucoup de discussions, nous ne sommes pas les seuls à nous être exprimés sur le sujet autour de l'émergence du statut d'un bailleur privé, la généralisation de ce que pourrait être le dispositif de Normandie. Nous avions imaginé il y a quelque temps de proposer des dispositions qui permettaient effectivement de généraliser le dispositif de Normandie en majorant celui-ci, c'est-à-dire en augmentant le taux d'amortissement si la preuve était rapportée. Soit qu'on allait faire des travaux de rénovation énergétique majeurs dans le but d'obtenir une rénovation performante, donc essayer de mettre en évidence une rénovation globale du bâti parce qu'on sait que seule celle-ci est réellement efficiente, soit également une majoration du taux d'amortissement si on prenait l'engagement de louer à des conditions financières de loyer et de revenus nous plaçant en phase avec certains minimums sociaux dans l'esprit de ce qui a pu exister il y a quelques années avec le Borloo social par exemple. Donc ça faisait partie des pistes de réflexion que nous avions imaginées. Nous avions également imaginé Nous avions proposé par amendement dans la loi climat et résilience qui ne sont pas restés mais qu'on a voté ici. Je le sais bien, c'est pour ça que je commence par ça. Et puis on imaginait également d'augmenter l'ampleur du prêt à taux zéro, donc permettre d'emprunter plus et donc plus longtemps, parce qu'il s'agit évidemment toujours la même chose, de garantir la solvabilité du ménage à ce sujet-là. Et le prêt à taux zéro pourrait être un outil très fort en termes de communication. Et il faudrait, nous pensons qu'il pourrait être intéressant que sa généralisation justement permette de financer des travaux plus importants, toujours dans cette même idée d'aller vers de la rénovation globale. Et bien entendu, ça se traduirait par une augmentation de sa durée, sans quoi, voilà, pour les jeunes générations, l'équation ne peut pas être satisfaite. Nous avons plutôt accueilli d'un bon œil le principe du doublement du déficit foncier, qui là encore, en termes d'affichage, est un marqueur assez fort, très, très parlant pour le contribuable.
on considère que l'intention est louable. Ce dispositif génère peut-être une difficulté technique qu'on n'a pas vraiment creusée, mais sur laquelle il faudrait peut-être qu'on s'apesantisse un petit peu. C'est que le doublement du seuil du déficit foncier en ce qu'il est imputable sur le revenu global n'est pas une option. C'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir, à l'inverse, de ne pas en faire usage et, en revanche, de proroger la déduction des travaux uniquement à concurrence de ces revenus fonciers sur les années ultérieures. Et il est possible que pour certains contribuables, ce soit finalement un calcul plus satisfaisant. Il aurait peut-être été intéressant d'aller au bout de cette réflexion-là pour voir si cette alternative-là pourrait pas avoir du sens aussi. Donc ça, ce serait peut-être un sujet à creuser. Oui, c'est ça, c'est un effet de bord, une petite difficulté technique. Ce qu'on avait proposé est le congé pour réaliser des travaux d'économie d'énergie, qui a été censuré par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45, un cavalier législatif, qui semble quand même... À notre grand désarroi, ça faisait partie des propositions de la profession également, qui avaient été relayées par les notaires du Grand Paris il y a quelques années. J'imagine que vous en aviez eu connaissance. C'était un rapport qui avait été fait par les notaires du Grand Paris en 2021 et qui avait effectivement proposé d'instaurer en tant que motif légitime et sérieux le congé donné au locataire, avec évidemment toutes les garanties juridiques de son relogement pendant la période de travaux et de sa réintégration au terme de leur réalisation, un petit peu à l'instar de ce qui se passe sur le motif légitime lié à la déconstruction, reconstruction. C'était un petit peu l'idée de transposer en fait cette mécanique pour protéger le locataire et rendre ces travaux-là possibles. Donc une proposition avait été faite en ce sens, avait été émise par la profession, avec évidemment un relogement temporaire dans des conditions géographiques qui étaient justes. Oui, c'est vrai que la réalisation de ces travaux-là suppose effectivement que les entreprises soient au rendez-vous, que les devis puissent être produits rapidement, qu'il n'y ait pas d'effet de vague financière autour de ce qui est rendu nécessaire par la réglementation. Alors là, c'est un sujet qui nous échappe un peu, malheureusement, mais nos clients constatent aussi des difficultés à obtenir des entreprises qui vont être, je dirais, raisonnables dans leur tarification, qui vont être compétentes en termes de labellisation et qui vont donc être à même de répondre à cette préoccupation-là. Ça, c'est un retour de terrain qu'on a assez régulièrement. Sur d'autres mesures susceptibles de favoriser, oui. Là, sur la rénovation dans les copropriétés, comment... Grosse difficulté je pense, de compréhension, de mobilisation des fonds. Des choses ont été faites, vous l'avez souligné, au travers du plan pluriannuel de travaux, au travers désormais du fléchage du fonds travaux vers les travaux de rénovation énergétique. Également, nous considérons que toute mesure susceptible de limiter, en tout cas de diminuer les seuils de majorité permettent évidemment de contribuer à la rénovation des copropriétés, mais nous constatons effectivement des points de blocage relativement importants. Oui, ce sont très souvent des problèmes générationnels, des problèmes de confrontation de propriétaires occupants et de propriétaires non occupants. C'est en cela justement que l'appréhension de règles de majorité diminuée peut permettre de faire passer, de passer d'un côté à l'autre. Mais oui, les copropriétés sont en train de prendre beaucoup de retard. Et on a bien du mal à imaginer ce qui pourrait permettre de rendre ceci possible, sauf à envisager des mesures de contrainte ou des mesures de portage qui seraient extrêmement consommatrices de finances publiques. Donc c'est un sujet qui est quand même extrêmement délicat. Sur le logement, on arrive à flécher les choses. Sur la copropriété, c'est beaucoup plus difficile. Sur une mesure mise en place par la loi climat et résilience, la possibilité pour le locataire de proposer à son bailleur de réaliser les travaux d'amélioration
c'est une mesure qui nous semble très positive, très bonne. Le mode opératoire nous paraît pertinent. Les droits du bailleur sont préservés. Il a la capacité de réagir, mais à partir du moment où il a une bonne raison de réagir. Donc, je pense que le sens des prérogatives de chacun est respecté. On aurait peut-être un moyen d'améliorer l'efficience de ce dispositif si on offrait aux locataires la possibilité de bénéficier finalement des mêmes aides d'État que celles dont bénéficierait le propriétaire s'il était à l'initiative de ces mêmes travaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le papier, ce dispositif est satisfaisant. Rien ne permettrait de s'opposer à ça, évidemment, mais au final, on est quand même en train de dire que le locataire va devoir prendre la charge de travaux qui, de par la loi et de manière tout à fait claire, relèvent normalement de la responsabilité et de la charge du bailleur. Donc déjà, on a un locataire qui est quand même vertueux, c'est le moins qu'on puisse dire, et il est d'autant plus vertueux qu'il ne sera pas aussi bien pris en charge que son bailleur s'il prenait la peine d'être diligent, ce qui est quand même un peu dommage. Et je pense que la transposition des aides du propriétaire vers le locataire qui déciderait de prendre les choses en main serait un bon moyen, serait un signal fort. Éventuellement avec une garantie de maintien dans les lieux pour le locataire, hein, oui. C'est possible. On peut travailler aussi sur la durée du bail ou bien même les modalités de résiliation de la part du bailleur pour maintenir effectivement une durée peut-être plus favorable le locataire, surtout dans les zones tendues. Oui. Oui, autre mesure qui avait été proposée également par les notaires sur le droit de surplomb. Alors, vous allez évidemment nous dire que des choses ont déjà été mises en place, bien entendu, mais peut-être a-t-on été un peu trop timoré dans un souci louable, qui est évidemment la protection, puis la protection des droits du propriétaire aussi, du propriétaire voisin. L'idée émise par les notaires était de faire de ce droit de surplomb un droit d'ordre public, une sorte de servitude d'utilité publique, qui aurait permis tout à la fois le surplomb du domaine public lorsque celui-ci est nécessaire, l'isolation d'un pignon qui surplombe un trottoir par exemple, mais qui aurait aussi permis d'imposer finalement à un voisin des travaux d'isolation, pas forcément limités à la hauteur de 2 mètres qui, de notre point de vue, n'est pas forcément satisfaisante en termes d'efficience des travaux. Ça va certainement rendre certaines rénovations impossibles ou inefficaces. Et le fait de systématiser cela en lui donnant effectivement une vocation de servitude d'utilité publique qui répondrait parfaitement à un objectif d'intérêt général, donc ça, de notre point de vue, ça peut tout à fait s'écrire, pourrait être un moyen de donner plus de force et de fluidifier peut-être ces aspects réglementaires du droit de surplomb. Parce que c'est effectivement en pratique l'isolation par l'extérieur qui est un sujet très 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 fréquent et qui sera un sujet notamment dans les copropriétés et dans les mitoyennetés de toutes sortes d'immeubles. Donc le rendre plus fort, ce droit de surplomb, pour être pertinent. Je regarde si on avait pointé d'autres dispositions. Oui, préavance rénovation, vous avez raison, on constate... Non, ça ne marche pas. Vous l'expliquez comment ? On n'a franchement pas travaillé cette question, mais on peut vous revenir sur ce sujet-là. On va essayer de déterminer ce qui... Non, on n'a pas de retour là-dessus, mais c'est un désert. On n'a pas de... Non, on n'a aucun... Vous pensez que c'est le secteur bancaire qui n'est pas... qui est frileux en la matière ou qui... C'est possible, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'analyse, à ma connaissance, il n'y a pas d'analyse des points de blocage. On ne comprend pas ce qui se passe. Je ne sais pas si effectivement les banques le proposent aux clients. Oui. Ce sont peut-être elles qu'il faudrait commencer par interpeller sur cette question-là. Oui. Les banques sont devenues sensibles à la performance énergétique, puisqu'il n'est désormais pas rare que la banque nous demande la production du diagnostic de performance énergétique avant d'étudier même le contrat de prêt. Donc, ça fait partie du scoring aujourd'hui et ça fait partie, je dirais, de la mesure du risque de la banque. C'est-à-dire que dans un marché qui a été ces dernières années assez inflationniste, la question que se pose évidemment le banquier, c'est la réalité de sa créance versus la valeur de son gage. Donc forcément, j'analyse une passoire thermique qui est vendue au prix fort. Est-ce
Est-ce que je suis en risque ou pas par rapport au recouvrement éventuel de la dette? C'est un vrai sujet pour eux, donc on peut le comprendre. Mais on n'a pas de retour marché sur... Ce sont des impressions, rien de... Non, on n'a rien de tangible à vous dire à ce sujet-là. Ce qu'on constate en revanche, c'est que c'est le désert. J'en ai pas vu passer un, et je ne sais pas si... Ah oui, carrément. Voilà, donc c'est rien. Il faut qu'on interroge. Oui, on va essayer d'approfondir ce sujet. Peut-être, monsieur le rapporteur? Oui, merci Madame la Présidente, et merci pour répondu déjà à un grand nombre de questions avec précision. Moi, j'avais peut-être sur la réflexion qu'on peut avoir, et on sait que ça a été une vraie réflexion dans les choix quand on a auditionné les différents ministres, sur le fait de rendre obligatoire en tout cas la rénovation thermique, soit la location, c'est ce qui a été choisi du coup et donc ce qui est mis en place, soit la vente. Ça pourrait être les deux d'ailleurs, mais en tout cas la réflexion de rendre obligatoire à la vente et de rendre obligatoire ces travaux donc quand il y a une cession. Donc du coup avoir votre avis du coup justement sur ce dispositif-là, sur le dispositif en fait qui pourrait s'apparenter un petit peu à ce qui se passe déjà sur l'assainissement individuel où en fait on a l'obligation du coup de mise en conformité, et donc cette obligation elle se fait à la vente, et la possibilité justement de pouvoir garder le montant en tout cas quand il y a une vente. Alors non, bon. Je sais, enfin, voilà les difficultés qu'il peut y avoir là-dessus, mais en tout cas dans le principe, ouais. Et qui puisse ensuite obliger, en tout cas permettre à faire les travaux. Est-ce que ce type d'orientation, en tout cas de dispositif, pourrait trouver sa place sur la question de la rénovation thermique? On a aussi, je poursuis là-dessus parce que ça va dans le même sens, on avait auditionné plusieurs propositions sur les prêts hypothécaires, et donc sur aussi l'idée de dire qu'en fait on pourrait avoir un prêt qui soit dont l'hypothèque soit sur la valeur de la maison, ou du logement et de l'habitation, et ce qui permettrait d'avoir en fait un prêt sur du très long terme avec une hypothèque du coup sur la valeur de la maison et qui soit remboursé. Donc dans les propositions qui avaient été un remboursement à la vente, pareil à la cession, et donc du coup de pouvoir rembourser via un fonds qui serait mis en place, de pouvoir rembourser la valeur des travaux, enfin la valeur du prêt à la cession, ou alors au bout de 30 ans. C'était en tout cas dans les propositions qui avaient l'intérêt en fait à la fois de pouvoir financer de manière assez massivement et de sortir du système de subvention, etc., d'aide, et donc d'avoir vraiment un système de prêt un traitement quasi total, quoi. Par poste en fait, en fonction de ce qui était le bien en tant que tel et du coup de sa rénovation énergétique par ailleurs, avec une mécanique qui est assez comparable à celle qu'on a pu connaître avec le pass foncier par exemple. C'est le terme qui me revient à l'esprit, la technique qui me revient à l'esprit, où on différait finalement le transfert de propriété du sol et donc le paiement de son prix au remboursement primitif de la maison. La question que vous posez est d'autant plus d'actualité que l'Union européenne s'en est emparée, comme vous le savez, et qu'il est donc question désormais de mettre en place un dispositif d'interdiction de vendre si un certain niveau de performance énergétique n'est pas atteint, et peut-être d'imposer une sanction sous la forme d'une décote qui serait appliquée au prix de vente. Et vous avez raison de souligner le parallèle avec les travaux de mise en conformité de l'installation d'assainissement individuel, puisque c'est une mécanique qui a déjà eu à être traitée à cette occasion-là. Nous ne sommes pas favorables à ce qui serait de nature à bloquer une vente du fait d'un seuil de performance énergétique insuffisant. Nous pensons que ça pose un certain nombre de problèmes économiques, de problèmes de marché, également de problèmes juridiques au regard de ce qu'est le droit de propriété. Ces sujets-là avaient effectivement déjà été évoqués sur les installations d'assainissement individuel et finalement avaient été écartés à la faveur d'un dispositif qui est un petit peu plus souple, puisqu'aujourd'hui, ce que dit la loi, c'est que lorsqu'une non-conformité est constatée, l'acquéreur dispose d'un délai d'1 an pour effectuer les travaux de mise en conformité prescrits par le rapport. Avec, il faut bien le reconnaître, même si ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, une certaine souplesse
des services publics d'assainissement collectif et des collectivités locales sur l'application à la lettre de ce dispositif. Toutefois, nous sommes tout à fait persuadés qu'à un moment donné, cette souplesse cessera et qu'on mettra effectivement les acquéreurs en face de cette responsabilité qu'ils ont accepté d'endosser. Et c'est une responsabilité qui est d'autant plus problématique pour nous qu'il nous faut aussi, en tant que professionnels, l'appréhender avec toutes les garanties et toutes les sécurités requises. C'est-à-dire que concrètement, se trouver face à une situation où on se retrouverait à dire, eh bien voilà, l'installation n'est pas conforme, monsieur l'acquéreur, vous en faites votre affaire personnelle sans recours contre le vendeur, ça revient un petit peu à vous demander de me faire un chèque en blanc, quoi. Ce que vous auriez peut-être un peu de mal à faire, je pense. Eh bien, c'est ce qu'on est en train quelquefois de suggérer à nos clients. Donc, nous devons, nous, sécuriser les contrats quand on est face à cette situation-là, en attirant l'attention de l'acquéreur sur le fait que tôt ou tard, il lui sera demandé de se mettre aux normes, que cette mise aux normes aura un coût, et qu'il serait quand même bien inspiré de quantifier ce coût de façon précise avant de délivrer son accord sur la chose et sur le prix. Je relate tout cela parce que je pense que la mécanique est exactement la même et l'approche pourrait être tout à fait comparable sur la performance énergétique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il me semble assez délicat de séquestrer ou de bloquer un montant forfaitaire, mais il me semble tout aussi délicat de dire à l'acquéreur qu'il se débrouille de tout ça sans être en capacité de chiffrer ce que coûterait la mise en conformité, on va dire ça comme ça, conformité énergétique de son logement. C'est à cela que sert le diagnostic de performance énergétique dans une moindre mesure. C'est un outil d'alerte. C'est un simple outil d'alerte qui a le mérite d'exister, mais on sait très bien qu'il ne va pas assez loin et que c'est l'audit énergétique sur la monopropriété qui nous permet de disposer d'un chiffrage un peu plus précis. Nous sommes assez nombreux à considérer à ce sujet qu'il ne serait pas incongru de ce fait, et pour garantir la sécurité juridique de l'acquéreur, et économique également, que cet audit énergétique soit généralisé. C'est-à-dire que ce qui nous semblerait être davantage de nature à préserver les droits de l'acquéreur et à atteindre l'objectif, ce serait que le paramètre de la performance énergétique et du coût de la rénovation du logement devienne un paramètre de discussion du prix. On pense que ça va être quand même très compliqué de le faire autrement. Il existe également des obstacles juridiques, c'est-à-dire que séquestrer une partie du prix pour imposer aux vendeurs de réaliser les travaux avant de vendre, ça pose un problème déjà, c'est qu'il faut que le vendeur dispose des fonds nécessaires. Par définition, si on séquestre le prix, il ne les a pas, donc on fait comment? Et puis ça s'appelle une vente d'immeuble à rénover. Le contrat dans lequel un vendeur s'oblige à faire des travaux après la vente, en principe, c'est une vente d'immeuble à rénover. Donc là, on rentre dans un cadre législatif, réglementaire d'ordre public qui est sans rapport avec le problème. Pardon. Et quant à séquestrer un montant théorique, enfin un montant forfaitaire, là, ça nous laisse également un peu pantois parce que les risques sont multiples. Alors, on va séquestrer 5% du prix. Alors, pourquoi pas 10, pourquoi pas 6, pourquoi pas 3? Bon, que fait-on de cette somme-là s'il s'avère que les travaux de rénovation énergétique atteignent ou n'atteignent pas ce seuil? Ça se passe comment? Et ne risque-t-on pas, et ça je pense que personnellement je crois que c'est un risque majeur, ne risque-t-on pas finalement de piper les dés du marché de manière un peu artificielle? C'est-à-dire qu'en clair, je suis vendeur, je sais que mon bien a une performance énergétique qui est mauvaise, je vais monter ça de 5 points et puis basta. Donc je ne suis pas persuadé qu'on résolve tous les problèmes avec ça. Je pense en revanche que des obligations de quantification de travaux de rénovation énergétique dès le stade de la discussion sur l'accord sur la chose et sur le prix seraient de nature à équilibrer le rapport de force et à contraindre indirectement le vendeur à la réalité économique, parce que tous les acquéreurs auront cette réaction et diront ben voilà, moi ça va me coûter tant à l'horizon 2-3 ans, peut-être moins, donc je baisse. Donc on pourrait imaginer des obligations de travaux corrélées à un chiffrage précis qui imposerait finalement une discussion en amont dans la détermination du prix. Et c'est pour ça que je souhaitais rappeler la mécanique
sur les questions de conformité des réseaux d'assainissement, de l'assainissement individuel, parce qu'en fait, c'est un peu la même chose. Il faut mettre l'acquéreur en capacité de disposer d'un moyen de pression économique clair. Et pourquoi pas aller plus loin et généraliser à cet effet l'audit énergétique. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui nous l'interdit aujourd'hui? Moi, personnellement, je n'y vois pas d'inconvénient majeur. Alors, on aura évidemment beau jeu de nous rétorquer, ça va coûter cher, ça va coûter de l'argent, mais on doit effectivement savoir aussi ce qu'on veut. Si c'est un objectif d'utilité publique, peut-être doit-on se donner les moyens de le satisfaire. La fiabilisation du DPE. On sait que même si cette nouvelle version est plus satisfaisante que la première, elle est encore perfectible. Oui. Est-ce que vous avez une approche et des idées là-dessus? Oui. Et est-ce que vous voyez émerger un contentieux aujourd'hui, déjà au regard du DPE, puisqu'on s'aperçoit que sur un même bien, lorsque plusieurs DPE sont faits, on peut avoir un bien qui peut avoir une différence, classer l'étiquette de deux étiquettes, voire parfois 3, et donc à un moment donné des risques de contentieux. La presse oui. Consumériste s'en est fait les échos de manière tonitruante il y a quelques mois. Et pour vous dire les choses comme je le pense, ça m'avait un petit peu agacé. Pourquoi? Parce que c'est une réalité. Oui, ce qui a été constaté, c'est une réalité. On ne va pas revenir là-dessus. Mais il faut quand même souligner que l'exercice qui consiste à normaliser 37 millions de logements qui sont tous hétéroclites les uns par rapport aux autres est un exercice extrêmement périlleux. Donc une fois qu'on s'est fait la raillerie du cas de la maison de monsieur Machin qui effectivement a eu tantôt un diagnostic D, tantôt un diagnostic E, et qu'on a fait cet état de fait, oui, d'accord, mais qu'a-t-on de mieux à proposer que cela? Finalement, pas grand-chose. Donc je crois qu'il faut quand même garder à l'esprit que, comme vous l'avez dit, le DPE s'est renforcé, il est devenu de plus en plus objectif et nous allons dans le bon sens. Alors certes, ce n'est pas parfait, mais l'exercice est difficile. Et peut-être peut-on se permettre de dire que le temps imparti pour le réaliser est également très contraint. Là encore, c'est un sujet de moyens, mais concrètement, un diagnostic de performance énergétique aujourd'hui se facture à peu près 150 €. Le nombre de points de contrôle, c'est à peu près 150 points également. Donc on comprend bien que l'équation est quand même assez compliquée à satisfaire sur le plan économique pour le diagnostiqueur. S'il veut éviter de déposer le bilan, il va lui falloir quand même être particulièrement efficace dans l'établissement de son document. Il n'a pas d'autre choix que d'aller relativement vite. Ce n'est pas une analyse de bureau d'études thermiques, c'est autre chose. Et le risque, effectivement, probable, en tout cas, c'est ma conviction et on l'a effectivement constaté, c'est une artificialisation de la dégradation, c'est une dégradation artificielle, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le dire, une dégradation artificielle de la performance énergétique du parc immobilier français. C'est-à-dire que concrètement, je suis diagnostiqueur, j'ai un temps contraint pour établir mon document, je fais mon maximum pour produire le résultat le plus objectif possible, j'ai un doute sur l'analyse de tel ou tel paramètre, je ne peux pas me permettre économiquement d'aller au bout de l'investigation. Le diagnostic de performance énergétique m'est opposable, je protège peut-être ma responsabilité et je vais plutôt dégrader tel paramètre parce que j'ai un doute et que je ne veux pas qu'on m'en fasse un jour le reproche. Donc sur ce sujet-là, peut-être qu'effectivement le mieux est l'ennemi du bien. Là encore, j'en reviens, je tourne un peu en rond autour de l'audit énergétique, mais voilà, c'est un autre document, c'est un autre coût, c'est une autre démarche, mais c'est peut-être un complément assez logique en définitive. Par ailleurs, je reviens, pour terminer de répondre à votre question sur le droit transitoire. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation qui est un peu complexe, puisque on a écrit d'ailleurs à ce sujet-là et on a fait des propositions. Impossibilité aujourd'hui, compte tenu de l'utilisation des diagnostics ancienne génération, de connaître le champ d'application des mentions obligatoires dans les annonces des biens à louer ou à vendre. En cas de monopropriété, si j'ai un diagnostic de performance énergétique ancienne génération,
je ne suis pas certain que la catégorie énergétique est la bonne. Je ne suis donc fondamentalement pas certain de la nécessité ou pas de produire un audit énergétique. Donc c'est quand même un peu dommage. Et impossibilité de définir précisément l'obligation d'information dans les baux, pour les mêmes raisons. Donc nous militerions plutôt en faveur, là encore, d'un raccourcissement de cette période transitoire et finalement d'une obligation de refaire le diagnostic de performance énergétique. C'est un problème d'utilité publique, c'est un souci majeur pour l'État, c'est une conséquence qui peut complètement s'entendre de notre point de vue. Est-ce que nos collègues qui assistent à l'audition auraient des questions à poser Non. Monsieur le rapporteur. Non, j'avais juste sur le prêt hypothécaire, du coup, c'est vrai que vous n'avez pas totalement répondu. Oui, oui, je ne vous ai pas répondu. Je me suis enfui vers le pass foncier et je ne suis jamais revenu au sujet. Je vous prie de m'excuser. Non, je pense que c'est peut-être une idée intéressante qui est assez finalement proche de ce que je suggérais tout à l'heure sur l'allongement dans le temps du prêt à taux zéro. C'est un peu la même idée vue autrement. Effectivement, une rallonge hypothécaire liée à la rénovation est corrélée évidemment à la justification de l'atteinte de tel ou tel seuil. Oui, tout à fait. Oui, là encore, est-ce que les banques s'en empareront ? Oui. Ça, c'est une question de contrainte. Oui, c'est une question de contrainte. Il faut le lier. La contrainte sur le blocage de l'acte de vente, vous l'avez compris, ne nous paraît pas pertinente. En revanche, nous pensons qu'il existe d'autres moyens de contrainte qui permettraient de faire bouger les choses. Mais malgré tout par le marché, quoi. Juste du coup, pour préciser, quand vous parlez sur la contrainte, vous êtes plutôt, en fait, sur ce qui est mis en place actuellement, sur des contraintes dans le temps, en fait. Oui. Voilà, enfin, vous pensez que c'est plutôt ça qui fonctionne, c'est d'avoir des échéances comme ça, que ça soit... Enfin, ce qui est mis en place ou d'autres, enfin, on pourrait avoir des contraintes notamment sur les copropriétés, puisqu'on voit que c'est là où ça bloque. Ce serait plutôt dans ce sens-là, plutôt effectivement d'avoir des contraintes à la vente ou qui du coup font. Absolument. Puis ce sera, je pense, extrêmement mal vécu par les Français. Enfin, ça va être très compliqué à imposer. Hein. Le droit de propriété est un droit important. Le droit au logement est un droit fondamental. Alors. Évidemment, on parle d'un propriétaire de son logement, donc on s'adresse déjà à des gens qui, par définition, sont déjà favorisés malgré tout, mais quand même, ça pourrait être pour beaucoup d'entre eux le bien de toute une vie. Oui, on peut se retrouver quand même dans des situations qui risquent d'être extrêmement anxiogènes et extrêmement rudes. Hein. On ne pense pas que ce soit la bonne solution. J'ai oublié, au titre des mesures fiscales, on avait également imaginé... Une prise en charge par l'État sous la forme d'une ristourne des droits de mutation. Oui. À la marge, hein, c'est un sujet très, très annexe, mais ça pourrait être aussi une solution. Restitution de tout ou partie, pourquoi pas, hein, corrélée à l'ampleur des travaux réalisés par rapport au prix d'acquisition. Évidemment, sous condition de justification de la réalisation des travaux dans un délai à convenir. Ça fait partie d'une des propositions du CNR, non ? Dans ce sens. C'était le Grand Paris également. C'est également. Qui avait poussé effectivement la demande, mais ça a été repris également. Dans les propositions, enfin, en tout cas, de ce qu'on a pu en lire, il y a une question de geler les DMTO pour justement permettre... Là, ce serait pas forcément les geler, mais ce serait d'avoir effectivement une ristourne, entre guillemets, c'est-à-dire on paye les droits dans un premier temps, on s'engage à faire des travaux, et si les travaux sont réellement réalisés, enfin s'ils sont réalisés et conformes, agréés, il y a un remboursement effectivement d'une partie qui serait proportionnelle au montant des travaux sur le montant des droits acquittés. Alors c'est pas avec ça que je dirais l'acquéreur va forcément s'enrichir, mais je trouve que symboliquement ça peut être aussi une contribution intéressante de la collectivité, qui a peut-être d'autres choses aussi à faire, mais enfin bon, voilà, c'était aussi un complément aussi, il faut que ce soit donnant par rapport à ça. C'est une illustration intéressante aussi dans le geste, dans la communication. Oui, ça c'est un autre sujet, mais là c'est un aparté. Aujourd'hui, la presse a tendance à présenter les dispositions destinées à favoriser la rénovation énergétique du bâti uniquement sous l'angle coercitif.
Et nous, notaires, nous devons, et on s'y efforce, quand même rappeler aussi à nos clients tous les jours qu'il ne s'agit pas que de sanctions. Il existe aussi déjà quand même des outils, des moyens, alors qui peuvent être optimisés. On a jeté quelques pistes aujourd'hui, mais il faut que nous ayons ce souci de communication aussi de la virtuosité du système. Et ce n'est pas un ensemble de punitions. Tout ça va dans le bon sens. Donc, on essaie également de présenter les choses sous cet angle-là au quotidien, c'est important. Alors, juste pour être complet, si tu me permets, Frédéric, on a travaillé et on travaille encore des propositions en matière de donation, en essayant de corréler le système et l'allègement des droits de donation, ou alors effectivement des abattements plus importants pour ceux qui sont vertueux et qui s'engagent dans justement, lorsqu'il s'agit de donation de biens immobiliers, une rénovation énergétique globale également de la même manière, conforme, agréée, etc. Donc ça, c'est aussi une piste qui est importante, c'est-à-dire les donations, entre guillemets, non pas à thème, mais à but aussi, effectivement, annexe, mais à but écologique. Donc ça, c'est aussi... voilà, c'est ça, on transmet quelque chose qui est plus vertueux, avec des allègements au passage. Bon, c'est aussi quelque chose sur lequel on travaille actuellement. Voilà. Peut-être une dernière question. Est-ce que vous avez pu constater aussi au regard de ce calendrier climat et résilience, les propriétaires qui mettent en vente leurs biens, les propriétaires qui les gèlent, qui les mettent vers la location saisonnière, est-ce que vous avez pu observer une montée en puissance, autant que faire se peut, du viager? Non. 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 D'accord. Non, on n'a pas mesuré. C'est un micro-marché, le viager. La semaine dernière, j'ai participé à un petit déjeuner avec l'UNPI. Le président de l'UNPI mettait en avant cette possibilité aussi de voir le viager peut-être se développer dans cet environnement et dans ce contexte. Oui, je pense, je suis pas persuadé que ça génère autant d'intentions que cela en tant que tel. Franchement, je ne pense pas. Mais c'est une piste, c'est vrai que c'est une piste intéressante. Ouais. Mais après, il faut travailler effectivement l'incitation. Mais comme tu le dis, ça reste, en tout cas dans les études, marginal. Très, très marginal. On va dire qui est un peu rare. Oui. Sans être marginal, ça reste rare. Malheureusement, parce que c'est une bonne chose. Bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions, on vous remercie. Merci de cette audition qui était très intéressante et on vous souhaite une bonne après-midi.